Saccalinité, pharmacon, saccalinité, rétention tertiaire, organologie, négantropologie. Je vais essayer d'expliquer quelque chose par rapport à la métaphysique de Harman. La métaphysique de Graham Harman peut être intéressante pour nous dans notre discussion entre les différentes cosmologies, parce que, en fait, sa façon de penser permet de voir ces différentes façons de concevoir le monde comme des choses, comme quelque chose. Comme on dit en français, que c'est quelque chose de voir les choses comme ça. Et aussi comme des choses différentes, comparables, et on peut faire des circulations entre ces choses-là. J'ai aussi des griefs par rapport à sa métaphysique, mais ça, je vais le garder pour la fin. Bon. Depuis quelques années, le point de vue ontologique a repris de l'intérêt en un sens inédit, comme une façon de libérer les objets. Harman, qui est l'auteur que nous considérons ici, a le mérite de la clarté dans ses visées. Il entend révolutionner la façon dont nous avons pu concevoir les choses. Et il veut le faire à partir d'une lecture de l'analyse de l'outil cassé que Heidegger présentait dans Sein und Zeit. Le point majeur dans cette nouvelle lecture est le gage de se détourner du transcendantalisme, de la centralité du point de vue humain. En fait, cette démarche peut nous intéresser aussi à partir de ce que nous avons pu voir à l'œuvre chez Bernard, qui, à sa façon, et beaucoup plus tôt que Harman, a essayé de penser les choses à partir de ce qu'il a appris de la déconstruction derridienne. Maintenant, il le fait à partir de la rétention tertiaire, qui est aussi une façon de parler des choses, bien sûr. Il prend un autre ancrage, un ancrage dans l'histoire telle qu'elle figure dans Sein und Zeit. Harman va le faire à partir du paragraphe 16, qui est le paragraphe où Heidegger parle de l'outil cassé. Bizarrement, en parlant de l'outil cassé, Harman va parler beaucoup moins d'instrumentalité que Bernard l'a fait à partir de l'histoire. Si le but de l'entreprise d'Harman est clair, en revanche, la démarche est autrement paradoxale. En effet, Harman entend démonter le point de vue humain par le biais de l'expérience de l'outil cassé. Ce faisant, il énonce des propos qui semblent au contraire pointer dans la direction opposée, comme lorsqu'il répète à maintes reprises « être, c'est être outil ». Comment, en effet, concevoir une spéculation sur l'être-outil, qui est un produit qui semblait jusqu'à peu appartenir quasiment exclusivement à l'humain, comme une orientation sur les choses en soi, en deçà du point de vue humain. En fait, Harman comprend ce point de départ non pas comme un ancrage dans la poésie, dans la fabrication, mais comme un ancrage hors conscience. Cela le rapprochera en quelque sorte de la démarche de Leroi-Gourhan telle qu'elle a été reprise par Bernard. En un certain sens, lui aussi, donc Harman, prend les choses d'abord et puis ensuite il arrive à la conception, à la pensée, à la perception. Mais Harman ne veut pas reprendre le chemin de la déconstruction derridienne, ni celle de la destruction heideggerienne. Il veut revenir à un acquis de la phénoménologie husserlienne tout en le radicalisant, c'est-à-dire Heidegger va lui donner le moyen, par son analyse de l'étang intramondain, de radicaliser quelque chose dans la proposition de la phénoménologie.
Dans l'analyse existentielle, les étangs intramondains ne sont pas des étangs dont nous avons conscience, mais ce sont des étangs dont nous faisons usage. Dans la recherche ontologique d'être étant, il y a un déplacement du point de départ de la recherche ontologique, du théorique vers la pratique, mais ce n'est rien d'autre qu'un passage obligé pour trouver un ancrage hors conscience. Si Husserl avait déplacé le point de vue kantien des structures a priori de la connaissance vers un a priori intentionnel, Heidegger sortira l'a priori intentionnel de la phénoménologie du cadre de la conscience et le déportera vers celui de la question de l'être. Or, si dans Être étant, la question de l'être ne se trouve thématisée qu'à partir de l'être là, Harman pense pouvoir poser la question de l'être sans l'être là, une question qu'Heidegger n'abordera que dans Temps et Être. Il est remarquable que Harman passe un tiers de son livre sur l'être-outil à contester le point de départ de Heidegger, que le point de départ de Heidegger soit pratique. Il essaye de prendre en revue, sur ce point précis, l'ensemble de la littérature secondaire, aussi bien continentale qu'analytique. Son argument peut se résumer ainsi, en interprétant le paragraphe sur les temps intramondains comme une question pratique, c'est-à-dire technique, on réduit le passage sur l'outil cassé à un exemple qui n'a qu'une valeur ontique dans la démarche, qui prend comme horizon celui du Dasein. Harman, quant à lui, s'attache à montrer que l'analyse de l'outil cassé a une valeur ontologique majeure qui permet de sortir du point de vue humain. Comment procède-t-il? Il reprend le thème fondateur de la phénoménologie, celui qui rompt avec toute philosophie antérieure, à savoir la reconnaissance du caractère intentionnel de la conscience, et spécialement de son caractère objectivant. En essayant de conclure, je me suis rendu compte que dans le texte que je vous ai envoyé en préparant cette intervention, je croyais devoir dire que Harman, s'inspirant de Heidegger, prenait surtout appui sur l'intuition catégorielle dans laquelle Husserl se rapproche en fait de Platon. Mais je me suis rendu compte qu'à l'encontre de la lecture que Heidegger fait de Husserl, Harman s'intéresse davantage aux actes objectivants et pas à l'intuition catégorielle, et donc à la cinquième recherche logique, ce qui signifie qu'il prend en compte tous les objets de la conscience intentionnelle et pas seulement les objets idéaux. Et c'est ça qui est intéressant en fait. La rupture phénoménologique par rapport à la tradition consiste à réaffirmer la présence des idées des choses à même l'expérience sensible évanescente. Mais tandis que pour Husserl, l'objet intentionnel est un objet de la conscience, pour Heidegger, il s'agit d'un objet d'usage. Le déplacement est important. Tandis que chez Husserl, on a affaire avec des contenus de conscience, chez Heidegger, il s'agit des choses, même si l'unité de ces choses reste tout aussi idéale que chez Husserl. En témoigne l'unité du sens de l'être qui sert d'égide à son questionnement. Lorsque Harman reprend l'analyse de l'usage des choses dans Être étant, il comprend la question de l'être comme la question des objets. Et bien sûr, on pourrait lui reprocher de refaire une philosophie de la présence, en somme de faire consciemment ou non de l'ontothéologie. Mais bien qu'il revendique le terme de métaphysique et qu'il valorise la pensée des choses qu'on trouve chez Aristote, Harman s'écarte des chemins de la métaphysique ancienne. Et il le fait principalement en ceci,
qui n'accepte pas le critère de stabilité pour les substances. Il tient ferme à la distinction de Heidegger entre l'être à portée de main et l'être sous la main, dans laquelle il s'enfonce pour retrouver l'unité focale ou idéale de l'objet intentionnel du côté de la portée de main, de Zuhandenheit. C'est cette unité qui aura désormais toute son attention, tout en allant à l'extrême du thème du In-Sein, de l'être dans, l'être au monde, qui donnera tout le relationnel, c'est-à-dire, entre autres, le perceptif. Mais au lieu de situer le In-Sein, l'être dans, l'être au monde, dans le monde du Dasein, il le situe dans l'unité de l'objet, qui, dans Être étant, est à chaque fois un tout, un Zeug Ganzes, un référentiel. Il s'agit d'un objet élargi qui va jusqu'à englober le tout des tout, qui est le monde du Dasein. Ce monde, Harman l'interprète à son tour comme un objet intentionnel, mais bien sûr pas comme un objet sous la main. En effet, Heidegger explique que l'angoisse nous détourne de tous les objets qu'on peut avoir sous la main, de tout horizon défini, pour se trouver englouti dans un rien d'étant qui n'est même plus à portée de main. L'angoisse montre ainsi le monde à portée de main au moment où il vient à manquer. C'est la même configuration que l'objet cassé, mais au niveau du monde. Et dans Être étant, cette distinction entre la portée de main et le sous la main, Heidegger l'introduit pour la première fois dans la section sur l'intramondain, c'est-à-dire dans ce paragraphe sur l'objet cassé. C'est pour ça que Harman s'intéresse particulièrement à ce paragraphe. Le retrait de la portée de main est ce que Harman va essayer d'élaborer comme ce qu'il appelle la réalité des objets, qui est donc une réalité totalement en retrait, bien sûr. Pour n'avoir en vue que les aspects que nous avons sous la main, la réalité de l'objet intentionnel se montre comme ceux dont on se détourne toujours déjà. Reprenant à cet endroit la leçon de Husserl, Harman distingue l'objet intentionnel de la perception et ses divers aspects. Mais il va doubler cette distinction husserlienne avec le résultat du déplacement heideggerien qui apporte l'unité de la chose en retrait, ce que Heidegger appelle le Zeug Ganzes. Deux choses, en fait, et on le voit sur ce schème, j'oubliais presque de le dire. Donc, d'abord, il y a la relation que décrit Husserl entre les qualités sensibles et l'objet, le noème, quoi. D'autre part, il y a le schème que Harman ajoute avec les qualités réelles et l'objet réel. Et en fait, ce qu'il décrit dans l'objet cassé, l'instrument cassé, c'est en fait la relation entre les objets, les qualités sensuelles et l'objet réel. Donc, je reprends. Il va doubler la distinction husserlienne avec le résultat du déplacement heideggerien qui apporte l'unité de la chose en retrait et ses notes caractéristiques. Les notes caractéristiques, ce sont les qualités réelles. Il en résulte deux distinctions différentes entre l'unité et le multiple. Deux distinctions qui se croisent. D'une part, il y a le multiple, c'est ce qui se montre dans le rapport. Ça peut être une perception, mais aussi une collision entre choses inanimées. D'autre part, il y a les unités, que sont les choses en soi, qui se rétractent de tout rapport, ce qui est l'objet unitaire en soi
et ses caractéristiques multiples. Ces deux axes vont s'articuler comme une tétrade, une Vierfalt, mais non pas en raison d'un jeu de miroir, mais donc le jeu de miroir heideggerien, mais comme une dynamique des choses entre elles, c'est-à-dire à l'intérieur de celles-ci. Car ce qui manque dans cet univers des choses, c'est un extérieur. Chaque extérieur est toujours déjà pris dans l'intérieur ou comme l'intérieur d'un autre, d'un nouvel objet. Ce qui fait de cette pensée est toujours déjà une cosmologie. Lorsque Harman interprète le rapport entre les tenants de cette tétrade, il ne fait rien d'autre qu'élaborer ce qu'il appelle l'exemple de l'engin cassé tel qu'il est présenté dans Être et temps. Ceci dit, il faut bien chercher dans les textes de Harman pour trouver un commentaire suivi de cet exemple. Car en fait, Heidegger, qui introduit cet exemple pour indiquer comment les temps intramondains se fait remarquer dans la circonspection. Je reprends cette phrase parce que j'ai été interrompu. Car en fait, Heidegger, qui introduit cet exemple pour indiquer comment les temps intramondains se fait remarquer dans la circonspection du Dasein, ne parle pas seulement d'un instrument cassé, mais aussi d'un instrument absent, cassé ou gênant, ce qui change la dynamique des termes du rapport. Heidegger parle donc de trois façons dont l'intramondain peut se révéler ou imposer au regard circonspect. Mais Harman ne veut pas suivre l'interprétation de cet exemple par Heidegger, car l'interprétation de celui-ci est toute orientée par le souci du Dasein, qui n'est pas le souci de Harman. Harman croit que par la façon dont Heidegger comprend la rencontre avec les choses, il a ouvert une sortie de la perspective étroitement humaine de penser les choses. Aussi, la tétrade qu'il propose est-elle différente de celle que propose Heidegger à partir de la conférence de Bremen. En fait, il interprète le Geviert heideggerien toujours à partir de l'instrument cassé, comme d'une part le retrait de la chose une et indivise, perçue ou réelle, et d'autre part comme les rapports de la chose avec la multiplicité, celle des parties réelles qui la constituent ou celle des aspects sensibles. À ce propos, il distingue entre l'objet réel et ses notes, l'objet sensuel et les aspects de celui-ci. C'est son interprétation des quatre termes du Geviert. La terre étant l'objet réel en retrait, les dieux étant les caractères essentiels mais multiples de ces objets, le ciel comme unité idéale des objets de la perception sensible ou du rapport, et les mortels étant ceux qui ont l'expérience de la vulnérabilité des choses, c'est-à-dire le changement. À ce propos, Harman répète sa critique des lectures ontiques des textes de Heidegger à propos des rares interprétations du Geviert heideggerien. Entre autres, il critique la lecture ontique de Richardson. Ainsi, le quadripartie des dieux, des mortels, du ciel et de la terre, dit-il, n'est-elle pas une considération sur des dieux comme Zeus, Hadès ou Prométhée, en rapport avec des humains, des animaux ou des plantes, dans un monde circonscrit par la coupole du ciel et de la terre? Dans la lecture que Harman en fait, il s'agirait au contraire du croisement dynamique de l'unité et de la diversité, des choses en soi et leur rapport. Les quatre termes sont aussi quatre pôles, ce qui veut dire qu'ils génèrent différentes dynamiques qui auraient à la base quatre coups ou quatre
cassures différentes. C'est les cassures qu'on voit là. Et donc, en fait, il va surtout se concentrer sur l'allure. Allure, c'est allure en anglais, mais un terme, bien sûr, qui est d'origine française et qui vient de la fauconnerie, qui fait référence au leurre qu'on utilise en fauconnerie pour attirer le prédateur. Donc, en fait, c'est un terme qui signifie le retrait de la chose qui se rétracte dans l'indisponibilité, mais cette rétraction attire aussi. Donc, l'objet cassé, lorsqu'il se montre comme indisposé, indisponible, bien sûr a un caractère sensuel, un aspect perceptible, ce que sont les qualités sensuelles. Ça a un aspect, une allure, mais cette allure attire notre regard vers l'indisponibilité dont elle émerge. Donc c'est pour ça qu'il utilise ce mot. Il y en a quatre autres cassures. En fait, il se concentre surtout sur celle que je viens de décrire. Une autre cassure qu'il commente assez longuement, c'est le causal. Le causal, c'est-à-dire le rapport de l'objet réel qui est toujours dans l'obscurité et les qualités réelles, qui sont les qualités réelles de ces parties. En fait, cette relation-là est symétrique à celle qui existe entre l'objet sensible et les qualités sensibles. Quelle est la symétrie? Simplement, l'objet sensible, c'est l'objet qu'on perçoit en tant qu'être sensible, tandis que pour Harman, il n'y a strictement pas de différence entre les objets qui se rencontrent et les êtres sensibles qui rencontrent les objets. Toutes les deux catégories d'êtres ont une même approche caricaturale, comme il dit, des choses. C'est-à-dire que lorsque on approche les choses par la vision, on a toujours une vision partielle des choses, la même chose avec les autres organes sensibles. Bien sûr, ça ne donne jamais qu'une toute petite partie de l'être de ces choses. C'est pourquoi il caractérise ça comme caricatural. Mais il dit, la façon dont les choses se rencontrent est tout aussi caricaturale. La façon dont deux rochers peuvent se rencontrer et s'exploser parce qu'ils se brisent ne donne pas plus d'informations, ne donne pas à connaître, pour ainsi dire, ce rocher à cet autre rocher. Simplement, il se détruit, ce qui est une approche très très caricaturale ou unilatérale. Il prend d'autres exemples comme la façon dont le feu peut dévorer le papier. Bien sûr, le feu ne connaît pas le papier et il ne s'approche que de quelques petites qualités de ce papier pour le détruire. Donc, pour lui, il n'y a pas de différence. Il y a des différences,
entre la perception et la rencontre non perceptive des choses. Mais elle n'est pas importante en ce sens qu'elles sont toutes unilatérales et elles ont toutes le même effet que les choses telles qu'elles sont en soi se rétractent dans ce rapport. Ce rapport donne un aspect, c'est tout. Donc, jusqu'à présent, Harman a surtout exploré le rapport entre l'objet retiré et les qualités sensibles, ainsi que le rapport causal entre l'objet retiré et ses notes. Le rapport causal, je vais en dire un mot plus loin. Examinons l'exemple d'Heidegger qui est monté en épingle par Harman. La cassure de l'engin est interprétée par Heidegger à partir de la différence entre la portée de main et le sous la main. Le sous la main s'y révèle comme l'absence de ce qui n'est plus disponible, c'est-à-dire le subsistant. La portée de main, la Zuhandenheit, serait la disponibilité de l'engin qui se retire dans l'accident de la cassure. Si nous suivons la lecture que fait Harman de cet exemple, il inscrit dans un seul des rapports cassés qui en donnent des nombres 4. Ainsi, lorsque Heidegger dit que les temps intramondains se donnent à la circonspection comme la cassure d'un engin, il interprète le retrait et la subsistance comme un rapport avec l'objet réel et non avec l'objet sensible. En effet, ce qui se retire dans la cassure n'est pas, comme on pourrait le penser avec Husserl, l'unité de l'objet perçu. L'unité de l'objet perçu vient précisément en présence, comme subsistant. Mais ce qui se retire, c'est le retrait. Dans le retrait, c'est la disponibilité de la chose. Ce que Harman valorise dans cet exemple, c'est le tour de force de Heidegger par rapport à la phénoménologie husserlienne qui consiste à considérer l'objet intentionnel husserlien comme la venue en présence qui cache un retrait plus fondamental, qui ne concernerait plus l'objet de la conscience, comme chez Husserl, mais justement l'objet intentionnel hors conscience. Ensuite, comme Heidegger l'indique immédiatement après, cette chose une est toujours déjà un tout, un ensemble d'outils. Ce tout constitue une unité qui est faite de tout ce qui est impliqué dans la disposition. Mais ce qu'il faut sans doute souligner ici, et qui mérite un éclaircissement, c'est que Heidegger parle d'un ensemble d'outils, mais que cet ensemble comprend le Dasein, qui donc en fait partie. Il n'y a pas d'ustensilité sans le Dasein, pour lequel elle pourrait être utile. C'est par ailleurs cette position centrale du Dasein qu'Harman va mettre sur la sellette. C'est tellement vrai que dans Être étant, le Dasein est toujours déjà dans ce complexe d'outils, en tant qu'il est dans le monde. Que le seul moment où le Dasein semble sortir de ce complexe, c'est dans l'angoisse, où le Dasein même semble s'échapper ou se retirer de soi-même. Un retrait que le Dasein peut seulement prévenir en assumant ce monde comme sien, c'est-à-dire en faisant corps avec lui. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le Dasein se réduise à son ustensilité, même si, comme ici, il devait s'agir d'une utilité pour soi-même. Heidegger refuse de considérer le Dasein comme une chose, son propre Dasein comme celui des autres. Ce ne sera pas le cas d'Harman qui dit que ce refus de Heidegger relève d'un privilège traditionnel accordé au point de vue humain. Venons-en au déplacement qu'Harman introduit dans cette analyse.
Il s'agit de l'abandon de l'exclusivité de la position du Dasein. Harman n'accorde aucun privilège au Dasein par rapport aux autres étangs. Les étangs naturels, un animal, une plante, une pierre, ou des étangs artificiels, tels une maison, une armoire, un bateau, un microscope, une machine à vapeur ou un ordinateur. Paul, est-ce que je peux dire un petit mot? Oui. Pendant que tu parles, c'est pour préciser, il y a des personnes ici qui ne connaissent pas bien Design Insight. D'accord. Du tout. Donc, juste pour faciliter un peu la compréhension des enjeux. Ce que nous dit Paul, là, c'est que Harman part du paragraphe 16 de Sein und Zeit. Ce paragraphe 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en général, mon être au monde est perdu dans le monde. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ouvre une porte et que j'attrape le loquet de la porte pour ouvrir la porte, je ne vois pas le loquet de la porte. En fait, je ne vois le loquet de la porte que quand la porte ne marche plus. Par exemple, elle est fermée à clé, ou qu'elle est cassée, etc. L'exemple que prend Heidegger, c'est, il parle du loquet de la porte, mais ensuite il parle du marteau qui se casse. Voilà. Il dit c'est quand l'objet est cassé qu'il se présente à moi véritablement. Et là, il y a une distinction entre Zuhandenheit et Vorhandenheit, qui est extrêmement importante. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez absolument rien comprendre de ce que raconte Paul. Voilà. Donc c'est pour ça que je le précise, parce que tout le monde ne connaît pas ici Heidegger. Zuhandenheit, c'est mon être au monde dans ce que Heidegger appelle donc la significativité, etc., etc. Je suis dans un espace de choses, d'objets, qui sont, Heidegger dit, d'abord des objets techniques, qui sont foncièrement des objets techniques. Par exemple, il dit, la rue est un objet pour un instrument pour marcher. Il dit, une rue, c'est pas simplement un élément du paysage, c'est un instrument. Voilà. Et quand je marche, je pratique cet instrument. Mais évidemment, je ne me rends pas du tout compte que c'est un instrument. Pour moi, c'est une rue, etc., etc. Et tout ça constitue ce que Heidegger appelle l'être au monde, c'est-à-dire le Welt comme ensemble de renvoi, il appelle ça un système de renvoi, entre tous les objets qui constituent ce monde. Et qui sont des objets artefactuels. Ça, c'est fondamental. Et de temps en temps, quelque chose se casse. Pour des tas de raisons. C'est le marteau qui peut se casser ou la porte qui peut... Mais ça peut être aussi, j'arrive plus à résoudre un problème de mathématiques. Hein, c'est pas que des objets matériels, techniques dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, se produit quoi? La découverte de l'existence, c'est pas simplement de la subsistance. On traduit, c'est Rudolf Böhm qui a traduit avec j'arrive plus à retrouver son nom, de Valence, Zuhandenheit comme subsistance et Vorhandenheit comme... subsistance, Vorhandenheit. Oui, je dis le contraire, excuse-moi. Et je signale que moi-même j'ai été très très influencé par cette traduction et ce concept de subsistance que j'ai moi-même repris, subsistance, existence et consistance. Voilà. Alors, ce que dit Paul, là, excuse-moi Paul de t'avoir interrompu, mais c'était... Ce que dit Paul, c'est que Harman a repris toutes ces choses-là, mais premièrement en enlevant au Dasein son privilège d'être l'étant qui questionne, c'est-à-dire l'être qui se pose la question de l'être, voilà. Heidegger lui-même, ou la philosophie, ou l'homme en général d'ailleurs, puisque tout Dasein est en position de se poser cette question, à l'occasion d'une cassure par exemple. Mais en plus, éliminer toute différence entre un objet du monde et par exemple un oiseau, les hirondelles qui volent là, ou le feu par exemple, qui n'est même pas un objet, qui est un élément. Voilà. Parce que ça se présente là, dans le truc de Harman, cette fois-ci, comme un ensemble de choses qui constituent un Gewirr, c'est-à-dire une sorte de cosmos, d'ordre. Voilà. Excuse-moi de t'avoir interrompu, c'était juste pour faciliter l'écoute. Je ne vais peut-être pas lire parce que apparemment je rate l'attention. C'est vrai qu'il y a des préconditions pour ce
ce discours peut-être que je n'ai pas pris en compte. Alors je vais simplement parler, c'est peut-être plus simple, de ce qu'il essaye d'opérer. En fait, il essaye de remettre au jour une pensée des choses qui, depuis Aristote et l'aristotélisme, n'a plus lieu d'être, et ce à partir en fait de la Renaissance, avec la philosophie moderne à partir de Descartes qui donne une priorité au cogito. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que Harman va quand même prendre appui sur un philosophe qui, par excellence, reprend le projet de méditation cartésienne, c'est-à-dire Husserl. Mais Husserl prend le cogito totalement différent, à la différence de Descartes. Il va élargir le cogito pour prendre tout tel qu'il se donne à la conscience. Et il va dire la phénoménologie doit s'occuper de toutes les choses dont nous avons conscience et telles qu'elles se donnent dans la conscience. Pour ça, il va opérer une mise entre parenthèses de tous les présupposés que cette conscience charrie avec elle, et il va commencer à analyser toute cette matière consciente. Harman veut reprendre ce programme de Husserl pour le remettre au milieu des choses, c'est-à-dire pour le sortir du cogito. Et il ne trouve aucun autre moyen, ou plutôt il a trouvé un moyen dans la lecture et dans l'interprétation heideggerienne de la phénoménologie pour le faire. Heidegger, en effet, il reprend la phénoménologie de Husserl, mais d'un tout autre biais, avec un tout autre programme, avec surtout une toute autre question, c'est-à-dire la question de l'être. Et ce programme va surtout être introduit dans le livre majeur que j'ai déjà cité plusieurs fois, c'est-à-dire Être et temps. Maintenant, dans Être et temps, Heidegger introduit la question de ce programme phénoménologique à partir du Umsicht, de la circonspection. Pas à partir de la conscience, mais à partir de la façon pratique dont nous nous mouvons dans le monde, ce que vient d'expliquer Bernard pour éclaircir le propos. Or, lorsqu'il va le faire, il va introduire un exemple, c'est-à-dire l'exemple de l'instrument cassé. Maintenant, cet exemple, qui est un exemple pratique, comme je l'ai dit en introduction, semble être tout à fait appartenir au monde humain, et c'est bien le cas. Mais Harman prend dans cet exemple simplement la structure que met en place Heidegger. En fait, dans la circonspection du Dasein, dans la pratique du Dasein qui est circonspecte, le Dasein a affaire avec des choses. Et bien sûr, dans la phénoménologie husserlienne, on avait aussi affaire avec des choses, mais elle était toujours prise dans la conscience. Dans Sein und Zeit, c'est dans une perspective pratique, et donc les choses ont affectent le Dasein d'une autre façon. Et c'est ça que va exploiter Harman pour repérer une chose très simple finalement, c'est qu'il y a une différence entre avoir un rapport à une chose et cette chose
telle qu'elle est en elle-même. La chose telle qu'elle est en elle-même, il va le situer dans ce que Heidegger appelle la Zuhandenheit, c'est-à-dire l'être à portée de main, qui est la façon dont on utilise le monde sans y penser. Le rapport aux choses, il va le situer dans la Vorhandenheit, c'est-à-dire l'être sous la main. Maintenant, dans l'objet cassé, il articule les deux aspects. La chose qu'on utilise normalement et qui est déficiente, en une fois se présente à nous avec insistance parce qu'elle ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fonctionnement a disparu et la chose vient dans notre attention. Comme je l'ai expliqué, Harman va déplacer ce schème à partir de l'analyse du Dasein telle qu'elle se trouve dans Sein und Zeit vers tous les rapports entre les choses. Donc, il dit, lorsque un rocher casse un autre rocher, c'est un rapport. Ce n'est pas l'être de l'objet, du rocher en lui-même. Lorsqu'une plante se nourrit de la terre, elle utilise des éléments de la terre et c'est un rapport à la terre qui est tout aussi unilatéral. Mais évidemment, à partir de là, on reprend le cadre qui a été amorcé par la phénoménologie, c'est-à-dire tous les rapports sont considérés comme des rapports entre les choses. Lorsque une plante a un rapport avec la terre, c'est l'ensemble de la plante et de la terre qui est une chose. Lorsqu'on perçoit une chose et qu'on a un rapport à celle-ci, ce rapport aussi, c'est une chose qui se forme. À chaque fois, il y a des nouvelles choses qui se forment, telles que, en phénoménologie, il y a des objets intentionnels qui établissent un rapport entre une chose et la conscience qui en a conscience, justement. Donc, pour reprendre quand même quelque chose de ce que j'allais dire, je vais essayer d'être bref. Il est important de mentionner, je le fais comme ça en passant maintenant, que le concept de préhension, le concept de préhension de Whitehead a une importance spéciale pour Harman, parce que c'est ça qui lui permet de justement élargir toutes les relations entre les choses, tous les rapports entre les choses de façon extrapolée. Maintenant, je vais dire peut-être encore quelque chose sur les causes qui sont un autre rapport que Harman commente assez longuement. En fait, par rapport aux causes, il parle de causes vicariantes, c'est-à-dire, vicariante veut dire substitutive. En fait, les causes
sont des rapports aux choses. Et lorsqu'on est en rapport avec une chose, ou lorsque les choses sont en rapport les unes avec les autres, le rapport se substitue à la chose elle-même. Parce que lorsqu'une chose est en rapport, elle n'est plus seule, elle est influencée, elle est affectée, elle est modifiée. Les choses en elles-mêmes sont des choses hors rapport. Maintenant, en fait, comment est-ce qu'il veut penser la chose en soi? Il y a les choses telles qu'elles sont entre elles, les rapports qui peuvent être sensibles ou insensibles, qui sont toujours unilatéraux, mais comment est-ce qu'il pense en soi dont il parle, qui est retiré? En fait, il fait la chose suivante. Dans l'analyse de Sein und Zeit, où on voit les choses dans la circonspection comme les choses qui forment tout un monde, le monde du Dasein, il a une limite. Ce monde, il bute sur sa limite lorsque, dans l'angoisse, le monde se détourne de nous et n'est même plus à portée de main. Là, le Dasein qui veut exister n'a d'autre solution que de prendre ce monde sur soi, de faire corps avec ce monde, de l'épouser en parlant ainsi, donc pour exister. Mais donc, ce monde, il est bordé de néant, justement. Lorsque Arman va considérer ce monde sans Dasein, ou sans le privilège du Dasein, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toutes les choses vont être bordées par le rien. Le rien qui est la limite de la concaténation des choses pour l'ustensilité, pour le Dasein qui a tout le monde à sa disposition. Les choses, elles sont aussi, bien sûr, ensemble, mais pour autant qu'elles sont identifiables, uniques, ils sont aussi bordés de rien. Et le problème, évidemment, c'est de les faire communiquer. En fait, la conception, c'est une conception métaphysique, bien sûr, qui parle des choses comme des choses qui sont nimbées de néant, parce qu'ils sont en retrait, en soi. Cette conception a évidemment un problème pour faire communiquer les choses. Et en fait, Arman va prendre la doctrine de l'occasionalisme pour trouver une solution à ce problème. Pas l'occasionalisme de Whitehead, certainement un occasionalisme sans Dieu, et ce n'est pas le cas de Whitehead. Mais il a une remarque quand même assez éclairante. Il dit, en fait, les monades, on pourrait parler dans le langage de Leibniz de monades qui ne communiquent pas entre eux et qui doivent communiquer à travers Dieu pour être en relation. Dans la philosophie moderne, à partir de Kant, il dit cette communication se fait à travers l'ego, à travers le transcendantal, justement. Lui, il ne veut pas cela, il remet justement en question le privilège de cet entendement, et il va dire que
la communication se fait justement dans le rapport. Mais c'est pour ça qu'il appelle ce rapport la cause vicariante. Pourquoi? Parce que en établissant un rapport, on substitue la chose telle qu'elle est à ce qu'elle est devenue en relation avec autre chose. Voilà. Donc, jusque-là, D'accord, ok. Alors, je vais juste finir avec le grief qu'on peut lui faire, peut-être. En fait, la façon dont les choses sont conçues par Harman permettrait une discussion, comme tu essayes de le faire, entre les cosmologies, puisque les choses sont des cosmos en eux-mêmes. Toutes les choses, pourvu qu'ils ont des parties, peuvent être conçues comme des choses dans des choses dans des choses. Et tout ça s'emboîte. On pourrait facilement considérer une cosmologie comme une chose et à partir de là établir une discussion ou une sorte de... établir des rapports, bien sûr, entre différentes conceptions. C'est possible et je pense qu'un concept comme le Ganjing que tu proposes, qui est une sensibilité, serait tout à fait concevable comme une chose telle qu'elle est pensée en Chine, un rapport qui s'établit là-bas et qui est différent de la sensibilité telle qu'elle est pensée à partir des organes sensibles par Aristote, par exemple. Mais en fait, ce qui est discutable ou ce qui est un grief, je trouve, qu'on devrait faire à cette philosophie, c'est quand même le fait que toutes ces choses sont remises au même niveau. Et il n'y a pas de différence entre une technologie, une science, une mythologie, et tout ça sont des choses, des façons de voir, des rapports qui ont même valeur, pour ainsi dire. Donc, là, je crois que c'est quand même une limite de cette conception. Voilà, je vais m'arrêter là. Excusez-moi.